ans d'Émilie Brontë. Chapitre 5. Avec l'âge, M. Earnshaw déclina. Il avait été actif et d'une santé florissante. Pourtant, ses forces l'abandonnèrent tout d'un coup. Quand il fut confiné au coin du feu, il devint extrêmement irritable. Un rien le fâchait. Le seul soupçon que son autorité fût méconnue le mettait presque hors des gonds. C'était particulièrement sensible lorsque quelqu'un essayait d'en imposer à son favori, ou de lui commander un peu rudement. L'idée qu'on pourrait dire à ce dernier un mot désagréable créait chez lui une pénible inquiétude. Il semblait s'être mis dans la tête que parce qu'il aimait Heathcliff, tous le haïssaient et ne pensaient qu'à lui jouer de mauvais tours. Cela nuisait à l'enfant, car les mieux intentionnés parmi nous ne voulaient pas contrarier le maître, de sorte que nous ne flattions sa partialité. Et cette flatterie fut un riche aliment pour l'orgueil de Heathcliff et pour son caractère farouche. Mais c'était devenu une sorte de nécessité. 2 ou 3 fois, une manifestation de mépris de Hindley, dont s'aperçut son père, mit le vieillard en fureur. Il saisit sa canne pour le frapper et frémit de rage en s'y voyant impuissant. Enfin, notre ministre, nous avions alors un ministre qui arrivait à joindre les deux bouts en donnant des leçons au petit Linton et au petit Earnshaw, et en cultivant lui-même son lopin de terre, conseilla d'envoyer le jeune homme au collège. M. Earnshaw y consentit, bien qu'à contre-cœur, car il déclara « Hindley n'est bon à rien. Il n'arrivera jamais à rien, où qu'il aille. » J'espérais sincèrement que nous aurions désormais la paix. Il m'était pénible de penser que sa bonne action pût rendre mon maître malheureux. Je m'imaginais que son irritabilité, résultat de l'âge et de la maladie, ne provenait que de ses ennuis de famille, comme il voulait lui-même le faire croire. En réalité, vous savez, monsieur, c'est l'affaiblissement de sa constitution qui en est à cause. Nous aurions cependant pu continuer de vivre assez tranquillement, sans 2 personnes, Miss Cathy et Joseph, le domestique. Vous avez vu celui-ci là-haut, je pense. C'était, et c'est encore très vraisemblablement, le plus odieux et le plus infatué pharisien qui ait jamais torturé une Bible afin d'en recueillir les promesses pour lui-même et d'en jeter les malédictions sur ses voisins. Par son adresse à sermonner et à tenir de pieux propos, il avait trouvé moyen de faire grande impression sur M. Earnshaw. Et plus le maître s'affaiblissait, plus l'influence de Joseph se développait. Il le tourmentait impitoyablement pour l'engager à s'occuper du salut de son âme et à élever ses enfants avec rigidité. Il l'encourageait à regarder Hindley comme un réprouvé, et tous les soirs, il dévidait régulièrement un long chapelet d'histoires contre Heathcliff et Catherine. Il prenait toujours soin de flatter la faiblesse d'Earnshaw, en chargeant surtout la dernière. Certes, elle avait des manières à elle, comme je n'en avais encore jamais vu chez un enfant. Elle mettait à bout la patience de tous 50 fois et plus par jour. Depuis le moment où elle descendait jusqu'à celui où elle allait se coucher, il n'y avait pas 2 minutes où nous n'eussions à craindre quelque méfait de sa part. Elle était toujours excitée, sa langue toujours en train. Elle chantait, riait, taquinait tous ceux qui ne faisaient pas comme elle. C'était une indomptable petite friponne, mais elle avait l'œil le plus gai, le sourire le plus caressant, et le pied le plus léger de toute la paroisse. Et en fin de compte, je crois qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, car lorsqu'elle était arrivée à vous faire pleurer pour de bon, il était rare qu'elle ne voulût pas vous tenir compagnie et ne vous obligeât pas de vous calmer pour la consoler. Elle était beaucoup trop entichée de Heathcliff. La plus grande punition que nous puissions inventer pour elle était de la tenir séparée de celui-ci. Pourtant elle était grondée plus qu'aucun de nous à cause de lui. Dans ses jeux, elle aimait énormément faire la petite maîtresse. Elle avait la main leste et commandait à ses camarades. Elle essaya de me traiter ainsi, mais je ne voulus pas me charger de ses commissions, ni me plier à ses exigences, et je lui fis savoir. Quant à M. Earnshaw,
Il n'entendait pas la plaisanterie de la part de ses enfants. Il avait toujours été strict et grave avec eux. Catherine, de son côté, ne comprenait pas que son père fût plus irritable et moins patient dans son état maladif qu'il ne l'était au temps de sa vigueur. Ces maussades réprimandes faisaient naître en elle un malicieux plaisir à l'irriter. Elle n'était jamais aussi contente que quand nous la grondions tous ensemble et qu'elle nous défiait de son regard effronté, impertinent, et de ses réponses toutes prêtes. Elle tournait en ridicule les malédictions sacrées de Joseph, me taquinait et faisait juste ce que son père détestait le plus, en montrant comment son insolence affectée, qu'il croyait réelle, avait plus d'effet sur Heathcliff que la bonté que lui-même lui témoignait. Comment le jeune homme obéissait à elle, en tout, et n'obéissait à lui que quand son obéissance s'accordait avec sa propre volonté. Après s'être conduite aussi mal que possible pendant toute la journée, elle venait quelquefois câliner le vieillard le soir pour se raccommoder avec lui. « Non, Cathy, disait-il, je ne veux pas t'aimer. Tu es pire que ton frère. Va dire tes prières, mon enfant, et demande pardon à Dieu. Je crains que ta mère et moi n'ayons pas lieu de nous féliciter de t'avoir élevée. » Cela la faisait pleurer au début. Puis, à force d'être repoussée, elle s'endurcit, et elle riait quand je lui conseillais de dire qu'elle regrettait ses fautes et de demander pardon. Mais enfin sonna l'heure qui mit un terme aux épreuves de M. Earnshaw ici-bas. Il mourut paisiblement un soir d'octobre, assis au coin du feu. Un vent soufflait autour de la maison et rugissait dans la cheminée. C'était un bruit de tempête, d'ouragan. Pourtant, il ne faisait pas froid. Nous étions tous réunis, moi, un peu éloigné du foyer, occupé à tricoter, et Joseph à lire sa Bible près de la table, car les serviteurs se tenaient à l'ordinaire dans la salle quand leur travail était fini. Miss Cathy avait été souffrante à cause de quoi elle restait tranquille. Elle était appuyée contre la jambe de son père et Heathcliff était allongé par terre, la tête sur les genoux de Cathy. Je me rappelle que le maître, avant de s'assoupir, caressa ses jolis cheveux. Il n'avait pas souvent le plaisir de la voir gentille, et dit « Pourquoi ne peux-tu toujours être une bonne fille, Cathy ?» Elle leva la tête vers lui et répondit en riant « Pourquoi ne pouvez-vous pas toujours être un bonhomme, papa ?» Mais dès qu'elle le vit de nouveau fâché, elle lui baisa la main et dit qu'elle allait lui chanter une chanson pour l'endormir. Elle commença de chanter très bas, jusqu'au moment où les doigts de son père abandonnèrent les siens et où sa tête tomba sur sa poitrine. Je lui dis alors de se taire et de ne pas bouger, de peur de l'éveiller. Nous restâmes tous muets comme des souris pendant une bonne demi-heure, et nous aurions continué encore plus longtemps si Joseph, ayant fini son chapitre, ne se fût levé en déclarant qu'il allait éveiller le maître pour que celui-ci dît ses prières et alla se coucher. Il s'approcha, l'appela par son nom et lui toucha l'épaule. Mais comme le maître ne remuait pas, Joseph prit la chandelle et le regarda. Je devinai qu'un malheur était arrivé quand il reposa la lumière, et que, saisissant les enfants, chacun par un bras, il leur dit tout bas de monter, de ne pas faire de bruit. Il pouvait réciter leurs prières tout seul ce soir. Lui-même avait quelque chose à faire. « Je veux d'abord dire bonsoir à papa, » répliqua Catherine en lui mettant les bras autour du cou avant que nous eussions pu l'arrêter. La pauvre enfant s'aperçut aussitôt de la perte qu'elle venait d'éprouver. Elle s'écria « Oh, il est mort, Heathcliff, il est mort !» Et tous deux jetèrent un cri déchirant. Mes lamentations se joignirent aux leurs, bruyantes et douloureuses. Mais Joseph nous demanda à quoi nous pensions de pousser de pareils hurlements sur un sein qui était au ciel.
Il me dit de mettre mon manteau et de courir à Gimmerton pour chercher le docteur et le pasteur. Je ne voyais pas quel service ils pourraient rendre l'un ou l'autre maintenant. J'y allais néanmoins, par le vent et la pluie, et ramenais l'un d'eux, le docteur. L'autre dit qu'il viendrait dans la matinée. Laissant Joseph expliquer ce qui s'était passé, je courus à la chambre des enfants. Leur porte était entrebâillée, et je vis qu'ils n'étaient pas couchés, bien qu'il fût plus de minuit. Mais ils étaient plus calmes, et je n'eus pas besoin de les consoler. Les petits êtres se réconfortaient l'un l'autre, avec de meilleures pensées que je n'en aurais pu trouver. Jamais Pasteur n'a dépeint le ciel aussi beau qu'il le faisait dans leur innocent babillage. Et tandis que j'écoutais, en sanglotant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter que nous y fussions tous réunis en sûreté. Chapitre 6. Monsieur Hindley revint pour les funérailles, et chose qui nous stupéfia et fit jaser les voisins de droite et de gauche, il nous revint avec une femme. Qui elle était, où elle était née, c'est ce dont il ne nous fit jamais part. Sans doute n'avait-elle ni dot, ni nom qui la recommandasse, sans quoi il n'aurait pas dissimulé cette union à son père. Elle n'était pas femme à apporter par elle-même beaucoup de troubles dans la maison. Tout ce qu'elle vit, du moment qu'elle eut franchi le seuil, parut la ravir, ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle, hormis les préparatifs de l'enterrement et la présence des veilleurs funèbres. Je la jugeais à moitié stupide, d'après sa conduite en cette occasion. Elle courut à sa chambre, m'y entraîna, bien que j'eusse à habiller les enfants, et s'assit, toute frissonnante, les mains jointes, demandant sans cesse « Sont-ils partis ?» Puis, elle se mit à décrire avec une émotion hystérique l'effet que lui produisait la vue du noir. Elle frémissait, tremblait, finit par se mettre à pleurer. Et quand je lui demandai ce qu'elle avait, me répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait si grand peur de mourir. Je pensais qu'elle n'était pas plus menacée de mourir que moi-même. Elle était plutôt mince, mais jeune, avec des couleurs vives et des yeux qui étincelaient comme des diamants. J'avais remarqué, il est vrai, qu'elle s'essoufflait en montant l'escalier, que le moindre bruit soudain la faisait tressaillir et qu'elle toussait parfois d'une façon inquiétante. Mais je n'avais pas idée de ce que signifiaient tous ces symptômes et ne me sentais pas portée à sympathiser avec elle. Nous ne nous attachons pas en général aux étrangers ici, monsieur Lockwood, à moins qu'il ne s'attache à nous d'abord. Le jeune Earnshaw avait beaucoup changé pendant ces 3 années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, parlait et s'habillait tout différemment. Le jour même de son retour, il nous enjoignit, à Joseph et à moi, de nous cantonner à l'avenir dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il aurait même voulu faire mettre un tapis et du papier dans une chambre disponible pour en faire un petit salon. Mais sa femme était si enchantée du dallage blanc, de la grande cheminée brillante, des plats d'étain, de la case aux faïences, du chenil et du vaste espace dont on disposait dans cette salle où il se tenait d'habitude, qu'il jugea la réalisation de ce projet inutile à son bien-être et qu'il l'abandonna. Elle manifesta aussi le plaisir qu'elle avait à trouver une sœur parmi ses nouvelles relations. Elle bavarda avec Catherine, l'embrassa, courut partout avec elle et lui fit quantité de présents. Au début. Son affection se fatigua bien vite cependant, et quand elle devint maussade, Hindley devint tyrannique. Quelques mots, laissant paraître que Heathcliff déplaisait à sa femme, suffirent pour réveiller en lui toute sa haine pour le garçon. Il le repoussa de leur société dans celle des domestiques, le priva des enseignements du ministre, voulut qu'ils fussent remplacés par des travaux au dehors et exigea de lui le même labeur que d'un valet de ferme. Heathcliff supporta son avilissement assez bien dans les premiers temps, parce que Cathy lui enseignait ce qu'elle apprenait, travaillait et jouait avec lui dans les champs. Tous deux promettaient vraiment de devenir aussi rudes que des sauvages.
Le jeune maître ne s'occupait en rien de la manière dont il se conduisait, ni de ce qu'il faisait, pourvu qu'il ne les vît point. Il n'aurait même pas tenu la main à ce qu'ils allassent à l'église le dimanche, si Joseph et le ministre ne lui eussent adressé des remontrances sur son indifférence à l'égard de leurs absences. Ce qui lui faisait souvenir d'ordonner le fouet pour Escliffe, et une privation de dîner ou de souper pour Catherine. Mais c'était un de leurs grands amusements que de se sauver dans la lande dès le matin et d'y rester toute la journée. La punition subséquente n'était plus qu'un objet de moquerie. Le ministre pouvait donner autant de chapitres qu'il voulait à apprendre par cœur à Catherine, et Joseph pouvait fouetter Escliffe jusqu'à en avoir le bras engourdi. Ils oubliaient tout dès qu'ils étaient de nouveau réunis, ou du moins dès qu'ils avaient combiné quelques vilains plans de vengeance. Bien souvent je pleurais à part moi de les voir devenir chaque jour plus effrontés, et je n'osais pourtant prononcer une syllabe, par crainte de perdre le peu d'empire que j'avais encore sur ces deux êtres privés d'affection. Un dimanche soir, il arriva qu'ils furent chassés de la salle pour avoir fait du bruit, ou pour quelque peccadille du même genre. Quand j'allais les appeler pour le souper, je ne pus les découvrir nulle part. Nous fouillâmes la maison du haut en bas, la cour et les écuries. Ils demeuraient invisibles. À la fin, Hindley, en furie, nous ordonna de verrouiller les portes et interdit à qui que ce fût de les laisser rentrer cette nuit-là. Tout le monde alla se mettre au lit. Pour moi, l'inquiétude m'empêchant de rester couché, j'ouvris ma fenêtre et passai la tête au dehors pour écouter, bien qu'il plût. J'étais déterminée à leur ouvrir malgré la défense, s'ils revenaient. Au bout de quelque temps, j'entendis des pas sur la route et la lumière d'une lanterne brilla à travers la barrière. Je jetai un châle sur ma tête et courus pour les empêcher d'éveiller M. Earnshaw en frappant. C'était Heathcliff, seul, et je tressaillis en ne voyant que lui. « Où est Miss Catherine ?» lui criai-je vivement. « Pas d'accident, j'espère ?» « À Thrushcross Grange, » répondit-il, « et j'y serais aussi, s'ils avaient eu la politesse de me demander de rester. »« Eh bien, vous verrez ce que cela vous coûtera. Vous ne serez content que quand vous vous serez fait chasser. Que pouvez-vous bien faire à rôder du côté de Thrushcross Grange ?»« Laissez-moi enlever mes vêtements mouillés, et je vous raconterai tout, Nelly. » Je lui recommandai de prendre garde de réveiller le maître, et pendant qu'il se déshabillait et que j'attendais pour souffler la chandelle, il poursuivit. Cathy et moi, nous étions échappés par la buanderie pour nous promener à notre fantaisie. Apercevant la lumière de la grange, nous avons eu l'idée d'aller voir si les Linton passaient leur soirée du dimanche à grelotter dans les coins, pendant que leurs parents mangeaient, buvaient, chantaient, riaient et se brûlaient les yeux devant le feu. Croyez-vous qu'il en soit ainsi ? Ou qu'ils lisent des sermons, qu'un vieux domestique les catéchise et qu'on leur donne à apprendre une colonne de noms de l'écriture s'ils ne répondent pas convenablement ? Probablement pas. Ce sont des enfants sages, sans doute, et ils ne méritent pas le traitement qu'on vous inflige pour votre mauvaise conduite. Oh, pas de prêche, Nelly. Sottise que tout cela. Nous avons couru sans nous arrêter, depuis le sommet des Hauts jusqu'au parc. Catherine complètement battue dans la course, car elle était nu-pied. Vous pourrez chercher ses souliers dans les fondrières demain. Nous nous sommes glissés par un trou de haie, nous avons suivi à tâtons le sentier, et nous nous sommes plantés sur une plate-bande de fleurs, sous la fenêtre du salon. C'est de là que venait la lumière. On n'avait pas fermé les volets, et les rideaux n'étaient qu'à demi tirés. Nous pouvions regarder à l'intérieur tous les deux, en nous tenant debout sur le soubassement, et en nous accrochant au rebord de la fenêtre. Et nous avons vu. Ah, c'était magnifique. Une splendide pièce, avec un tapis rouge, des chaises et des tables couvertes en rouge, un plafond d'un blanc éclatant bordé d'or, et au milieu, une pluie de lames de verre suspendues par des chaînes d'argent et illuminées par la douce lumière de petites bougies. Le vieux monsieur et la vieille madame Linton n'étaient pas là. Edgar et sa sœur étaient tout seuls. N'auraient-ils pas dû être heureux ? Nous nous serions crus au ciel, nous. Eh bien, savez-vous ce que faisaient vos enfants sages ?
Isabelle, je crois qu'elle a 11 ans, un an de moins que Cathy, était couchée sur le parquet à l'extrémité de la pièce, criant comme si des sorcières la lardaient avec des aiguilles chauffées à blanc. Edgar, près du feu, pleurait en silence. Au milieu de la table était assis un petit chien qui secouait sa patte et qui glapissait. À leurs mutuelles accusations, nous comprîmes qu'ils l'avaient presque écartelé à eux deux. Les idiots! Voilà à quoi ils s'amusaient. Se disputer un paquet de poils chauds et se mettre à pleurer parce que tous deux, après s'être battus pour l'avoir, refusaient de le prendre. Nous avons ri de bon cœur à la vue de ces enfants gâtés. Quel mépris nous avions pour eux! Quand me verrez-vous désirer d'avoir ce que désire Catherine? Ou quand nous trouverez-vous tous deux, seuls, nous amusant à sangloter, à nous rouler par terre, chacun à un bout de la chambre? Je ne changerai pour rien au monde ma situation ici, pour celle d'Edgar Linton, à Thrushhouse Grange. Pas même si je gagnais le privilège de pouvoir jeter Joseph du haut du pignon le plus élevé et badigeonner la façade de la maison avec le sang de Hindley. « Assez! Assez !» interrompis-je. « Vous ne m'avez toujours pas dit, Heathcliff, comment vous aviez laissé Catherine là-bas. » « Je vous disais que nous rions, » reprit-il. « Les Linton nous ont entendus, et d'un même mouvement se sont précipités à la porte comme des flèches. Il y a eu un silence, puis un cri. « Oh, maman, maman! Oh, papa! Oh, maman! Venez! Oh, papa! Oh !» Réellement, ils ont vociféré quelque chose dans ce goût-là. Nous avons fait un bruit terrible pour les effrayer encore plus, puis nous avons lâché le rebord de la fenêtre parce que quelqu'un tirait les barres et que nous sentions qu'il valait mieux nous enfuir. Je tenais Cathy par la main et la pressais, quand tout à coup, elle est tombée par terre. « Sauve-toi, Heathcliff, sauve-toi » a-t-elle chuchoté. « Ils ont lancé le bulldog et il me tient !» Le démon l'avait saisie par la cheville, Nelly. J'entendais son abominable grognement. Elle n'a pas poussé un cri. Non, elle en aurait rougi, eût-elle été embrochée sur les cornes d'une vache en furie. Mais moi, j'ai crié. J'ai proféré assez de malédictions pour anéantir tous les démons de la chrétienté. Saisissant une pierre, je l'ai fourrée entre les mâchoires du chien et j'ai essayé de toute ma force de l'enfoncer dans sa gorge. Un animal de domestique a fini par arriver avec une lanterne en criant « Tiens bon, Skulker, tiens bon !» Il a changé de ton, cependant, quand il a vu la proie de Skulker et lui a fait lâcher prise en le suffoquant. La langue pourpre de la bête pendait d'un demi-pied hors de sa gueule, et de ses lèvres coulait une bave sanglante. L'homme a relevé Cathy. Elle se sentait mal, non de crainte, j'en suis certain, mais de douleur. Il l'a portée dans la maison. Je suivais, en poussant des imprécations et des cris de vengeance. « Qu'a-t-il attrapé, Robert ?» a crié Linton de l'entrée. « Skulker a attrapé une petite fille, monsieur, et voilà un garçon. » a-t-il ajouté, en me montrant le poing, qui m'a tout l'air d'être un éclaireur. Vraisemblablement, les voleurs voulaient les faire passer par la fenêtre pour ouvrir les portes à la bande quand tout le monde aurait été endormi, afin de pouvoir nous assassiner à leur aise. Taisez-vous, voleurs mal embouchés, cela vous vaudra la potence. Monsieur Linton, ne quittez pas votre fusil. Non, non, Robert, dit le vieil imbécile. Les coquins savent qu'hier était le jour de mes loyers. Ils ont cru faire un bon coup. Entrez. Je vais leur offrir une réception. Là, John, attachez la chaîne. Donnez un peu d'eau à Skulker, Jenny. Défiez un magistrat dans sa forteresse et un jour de sabbat encore, où s'arrêtera leur insolence. Oh, ma chère Mary, regardez. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Pourtant, la scélératesse est bien peinte sur son visage. Ne serait-ce pas un bienfait pour le pays de le pendre sur le champ, avant que son naturel, révélé par ses traits, se manifeste par ses actes? Il m'a poussé sous le lustre. Madame Linton a chaussé ses lunettes et levé les mains avec un geste d'horreur. Les poltrons d'enfants se sont rapprochés aussi. Isabelle balbutiait.
Quel être affreux! Mettez-le dans la cave, papa. Il ressemble tout à fait au fils de la diseuse de Bonaventure qui m'a volé mon faisan apprivoisé. N'est-ce pas, Edgar? Pendant qu'il m'examinait, Cathy est arrivée. Elle avait entendu ces dernières paroles et elle s'est mise à rire. Edgar Linton, après lui avoir lancé un regard inquisiteur, a repris suffisamment ses esprits pour la reconnaître. Il nous voit à l'église, vous savez, et nous ne les rencontrons d'ailleurs que là. « C'est Miss Earnshaw » disait-il tout bas à sa mère. « Et regardez, comme Skulker l'a mordu, comme son pied saigne. »« Miss Earnshaw ? Quelle bêtise !» s'est écriée la dame. « Miss Earnshaw, battant le pays avec un bohémien !» Et pourtant c'est vrai. L'enfant est en deuil, sûrement c'est elle, et elle est peut-être estropiée pour la vie. Quelle coupable négligence de la part de son frère, a gémi M. Linton, me quittant pour se tourner vers Catherine. J'ai entendu dire par Childers, c'était le pasteur, monsieur, qu'il la laisse croître dans l'impiété la plus complète. Mais qui est l'autre? Où a-t-elle ramassé ce compagnon? Oh, c'est certainement cette étrange acquisition que feu mon voisin avait faite lors de son voyage à Liverpool. Un petit lascar, ou quelque rebut de l'Amérique ou de l'Espagne. Un méchant garçon, en tout cas, a observé la vieille dame, et tout à fait déplacé dans une maison honnête. Avez-vous remarqué son langage, Linton? Je suis scandalisée que mes enfants l'aient entendu. J'ai recommencé à jurer. Ne vous fâchez pas, Nelly. Et Robert a reçu l'ordre de me mettre dehors. J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Il m'a traîné dans le jardin, m'a forcé de prendre la lanterne, m'a assuré que M. Earnshaw serait informé de ma conduite et, m'enjoignant de me mettre en route sur le champ, a refermé la porte. Les rideaux étaient encore relevés dans un coin et je repris mon poste d'observation. Car si Cathy avait désiré repartir et qu'ils n'eussent pas voulu la laisser sortir, j'avais l'intention de briser leur grande vitre en 1 million de morceaux. Elle était tranquillement assise sur le sofa. Madame Linton lui a enlevé le manteau gris de la laitière que nous avions emprunté pour notre excursion en secouant la tête et en lui adressant des remontrances, je suppose. Cathy était une jeune fille de bonne naissance et il faisait une distinction entre les manières de nous traiter. Elle ou moi. Puis la femme de chambre a apporté une cuvette d'eau chaude et lui a lavé les pieds. Monsieur Linton lui a préparé un grand verre de négus. Isabelle lui a vidé une assiette de gâteau sur les genoux, pendant qu'Edgar, bouche bée, la regardait de loin. Ensuite, ils ont séché et peigné ses beaux cheveux, lui ont donné une paire d'énormes pantoufles et l'ont poussé près du feu. Je l'ai laissée, aussi gaie qu'elle pouvait l'être, en train de partager ses gâteaux au petit chien et à Skulker, dont elle pinçait le nez pendant qu'il mangeait. Sa vue faisait luire dans les ternes yeux bleus d'Ellington une étincelle de vie, vague reflet de sa figure enchanteresse. Je voyais qu'ils étaient remplis d'une admiration stupide. Elle est si démesurément supérieure à eux. À n'importe qui sur terre, n'est-ce pas, Nelly? Cette histoire-là aura plus de suite que vous ne croyez, répondis-je, en bordant son lit et en éteignant la lumière. Vous êtes incorrigible, Heathcliff, et M. Hindley sera obligé d'en venir à des mesures extrêmes. Vous verrez. Mes paroles se trouvèrent plus vraies que je ne le désirais. Cette malencontreuse aventure rendit Earnshaw furieux. Puis M. Linton, pour arranger les choses, nous rendit visite le lendemain et fit au jeune maître une telle leçon sur sa façon de diriger sa famille que ce dernier se décida à s'occuper sérieusement de ce qui se passait chez lui. Heathcliff ne fut pas fouetté, mais il fut averti qu'au premier mot qu'il adresserait à Miss Catherine, il serait infailliblement chassé. De son côté, Madame Earnshaw entreprit de discipliner un peu sa belle-sœur quand celle-ci rentra à la maison. Elle usa d'adresse et non de force. Par la force, elle ne serait arrivée à rien.
Chapitre 7. Cathy resta à Thrushcross Grange 5 semaines, jusqu'à Noël. Durant ce laps de temps, sa cheville se guérit complètement et ses manières s'améliorèrent beaucoup. Ma maîtresse lui rendit de fréquentes visites pendant cette période et commença l'application de son plan de réforme en essayant d'éveiller chez elle l'amour-propre pour des vêtements élégants et des flatteries qu'elle accepta volontiers. Si bien qu'au lieu d'une petite sauvageonne entrant nu-tête en coup de vent dans la maison et se précipitant pour nous étouffer sous ses embrassements, nous vîmes descendre d'un joli poney noir une personne très digne, avec des boucles brunes qui pendaient sous un chapeau de castor à plumes et un long vêtement de drap qu'elle était obligée de relever avec les 2 mains pour pouvoir marcher. Hindley l'enleva de cheval en s'écriant d'un air ravi. « Mais Cathy, te voilà une vraie beauté. C'est à peine si je t'aurais reconnue. Tu as l'air d'une dame maintenant. Isabelle Linton ne soutiendrait pas la comparaison avec elle. N'est-ce pas, Frances ?»« Isabelle n'a pas les mêmes avantages naturels, » répondit madame Earnshaw. « Mais il faut que Cathy fasse attention et ne reprenne pas ici ses manières de sauvage. Hélène, aidez Miss Catherine à se dévêtir. Ne bougez pas, ma chère, vous allez déranger vos boucles. Laissez-moi vous retirer votre chapeau. » Je la débarrassai de son habit de cheval, sous lequel apparurent une belle robe de soie écossaise et un pantalon blanc, tombant sur des souliers reluisants. Quand les chiens arrivèrent en bondissant pour lui faire fête, ses yeux étincelèrent de joie. Mais elle osa à peine les toucher, de crainte qu'ils ne missent leurs pattes sur ses magnifiques atours. Elle me donna un baiser discret. J'étais couverte de farine, car j'étais après à faire un gâteau de Noël, et ce n'était pas le moment de me serrer dans ses bras. Puis, elle chercha autour d'elle Heathcliff. Monsieur et madame Earnshaw attendaient avec anxiété leur rencontre, qui, pensait-il, leur permettrait d'apprécier dans une certaine mesure si leur espoir d'arriver à séparer les 2 amis était fondé. On eut d'abord du mal à découvrir Heathcliff. S'il était insouciant, et si l'on se souciait peu de lui, avant l'absence de Catherine, c'était devenu 10 fois pis maintenant. Personne d'autre que moi n'avait même la bonté de lui dire qu'il était sale, et de l'obliger à se lever au moins 1 fois par semaine. Et les enfants de son âge ne sont en général pas naturellement portés à trouver plaisir au savon et à l'eau. Aussi, sans parler de ses vêtements qu'il traînait depuis 3 mois dans la boue et dans la poussière, ni de son épaisse chevelure hirsute, sa figure et ses mains étaient-elles fâcheusement obscurcies. Il n'avait pas tort de se cacher derrière le banc, en voyant entrer dans la salle une si brillante et gracieuse demoiselle, au lieu de la réplique ébouriffée de lui-même qui l'attendait. « Heathcliff n'est-il pas ici ?» demanda-t-elle, en ôtant ses gants et montrant des doigts qui avaient extraordinairement blanchi, grâce à l'oisiveté et à la reclusion. « Heathcliff, tu peux venir !» cria M. Hindley, enchanté de sa déconfiture et très content de voir qu'il était forcé de se présenter comme un jeune polisson repoussant. « Tu peux venir souhaiter la bienvenue à Miss Catherine, comme les autres domestiques. » Cathy, apercevant son amie dans sa cachette, y courut pour l'embrasser. Elle lui appliqua 7 ou 8 baisers sur chaque joue en 1 seconde, puis s'arrêta, et reculant, éclata de rire en s'écriant « Oh, que tu as l'air sinistre et de mauvaise humeur, et que tu es drôle et vilain. Mais c'est parce que je suis habituée à Edgar et à Isabelle Linton. Eh bien, Heathcliff, m'as-tu oublié ?» Elle avait quelque sujet de lui poser cette question, car la honte et l'orgueil assombrissaient doublement son visage et le tenaient immobile. « Donne-lui la main, Heathcliff, » dit M. Earnshaw avec condescendance. « 1 fois en passant, c'est permis. »« Je ne veux pas, » répliqua le jeune garçon, retrouvant enfin sa langue. « Je ne resterai pas ici pour qu'on se moque de moi. Je ne le supporterai pas. » Et il se serait échappé si Miss Cathy ne l'eût saisi de nouveau. « Je ne voulais pas rire de toi, » dit-elle. « Je n'ai pas pu m'en empêcher. Heathcliff, donne-moi au moins la main. Pourquoi boudes-tu ? C'est seulement parce que tu avais un air si étrange. Si tu te lavais la figure et si tu te peignais,
Ce serait parfait. Mais tu es si sale. » Elle regardait avec inquiétude les doigts noirs qu'elle tenait dans les siens, et aussi sa robe qui, craignait-elle, n'avait pas gagné au contact avec les vêtements de Heathcliff. « Tu n'avais qu'à ne pas me toucher, » répondit-il en suivant son regard et retirant vivement sa main. « Je serai sale si cela me plaît. J'aime à être sale, et je veux être sale. » Là-dessus, il s'élança tête baissée hors de la pièce, au milieu des rires du maître et de la maîtresse, et au grand émoi de Catherine qui ne comprenait pas comment ces remarques avaient pu déterminer cet accès de mauvaise humeur. Après avoir joué le rôle de femme de chambre auprès de la nouvelle venue, avoir mis mes gâteaux au four et égayé la salle et la cuisine avec de grands feux, comme il convenait à cette veillée de Noël, je me disposais à m'asseoir et à me distraire en chantant des cantiques toute seule, sans me soucier des affirmations de Joseph, qui déclarait que les airs gais que je choisissais étaient presque des chansons. Il s'était retiré pour faire ses dévotions particulières dans sa chambre. Monsieur et madame Earnshaw occupaient l'attention de Missy, en lui montrant quelques brimborions achetés pour lui permettre d'en faire présent au petit Linton, en reconnaissance de leur amabilité. Il les avait invités à passer la journée du lendemain à Hurlevent, invitation qui avait été acceptée à une condition. Madame Linton demandait que ses chéris fussent soigneusement tenus à l'écart de ce vilain garçon qui jurait. C'est dans ces circonstances que je me trouvais seule. Je savourais la riche odeur des épices qui cuisaient. J'admirais la batterie de cuisine étincelante, l'horloge brillante couverte de houx, les pots d'argent rangés sur un plateau, prêts à être remplis d'ale chaude et épicée pour le souper. Et surtout, l'irréprochable propreté de l'objet de mon soin particulier. Le carrelage bien lavé et bien balayé. J'accordais à toutes ces choses l'applaudissement intérieur qu'elles méritaient, et me rappelais que le vieil Earnshaw venait toujours quand tout était nettoyé, m'appelait brave fille et me glissait 1 shilling dans la main comme cadeau de Noël. Cela me fit penser à la tendresse qu'il avait pour Heathcliff, à sa crainte que celui-ci ne fût négligé quand lui-même aurait disparu. J'en vins naturellement à méditer sur la situation actuelle du pauvre garçon, et des chansons je passais aux larmes. Il me vint pourtant bientôt à l'esprit qu'il serait plus sensé d'essayer de remédier à quelques-uns des torts dont il était victime, que de verser des pleurs sur ces torts. Je me levai et sortis dans la cour pour le chercher. Il n'était pas loin, je le trouvai dans l'écurie. Il caressait le poil luisant du nouveau poney et donnait à manger aux autres bêtes, comme à l'ordinaire. « Dépêchez, Heathcliff, lui dis-je. Il fait si bon dans la cuisine, et Joseph est en haut. Dépêchez, et laissez-moi vous faire beau avant que Miss Cathy descende. Vous pourrez alors vous asseoir ensemble, vous aurez la cheminée tout entière à vous deux, et vous bavarderez tant que vous voudrez, jusqu'à l'heure du coucher. » Il continua son travail sans même tourner la tête de mon côté. « Allons, venez-vous, repris-je. Il y a pour chacun de vous un petit gâteau, qui est presque cuit, et il vous faut une demi-heure pour vous habiller. » J'attendis 5 minutes, mais n'obtenant pas de réponse, je le quittai. Catherine soupa avec son frère et sa belle-sœur. Joseph et moi partageâmes un repas assez peu cordial, assaisonné de reproches d'un côté et d'impertinence de l'autre. Le gâteau et le fromage de Heathcliff restèrent sur la table toute la nuit, à la disposition des fées. Il s'arrangea pour poursuivre son travail jusqu'à 9 heures, puis regagna sa chambre, muet et renfrogné. Cathy resta debout jusqu'à 1 heure avancée, ayant un monde de choses à ordonner pour la réception de ses nouveaux amis. Elle vint une fois dans la cuisine pour parler à l'ami ancien. Mais il n'était pas là, et elle se contenta de demander ce qu'il avait, puis se retira. Le lendemain, il se leva de bonne heure, et comme c'était jour de congé, il alla promener sa mauvaise humeur dans la lande. Il ne reparut que quand tout le monde fut parti pour l'église. Le jeûne et la réflexion semblaient l'avoir mieux disposé. Il tourna autour de moi un instant, puis, ayant rassemblé son courage, s'écria tout à coup. « Nelly,
Faites-moi propre. Je veux être sage. Il est grand temps, Heathcliff. Vous avez fait de la peine à Catherine. Elle regrette d'être revenue à la maison, j'en suis sûre. On dirait que vous êtes jaloux d'elle, parce qu'on s'occupe d'elle plus que de vous. L'idée d'être jaloux de Catherine ne pouvait entrer dans sa tête, mais l'idée de lui faire de la peine était bien claire pour son esprit. « A-t-elle dit qu'elle était fâchée ?» demanda-t-il d'un air très sérieux. « Elle a pleuré quand je lui ai annoncé que vous étiez encore parti ce matin. »« Eh bien, moi, j'ai pleuré cette nuit, et j'avais plus de raison qu'elle pour pleurer. Oui, vous étiez allé vous coucher le cœur gonflé d'orgueil et l'estomac vide. Belle raison, en vérité. Les gens orgueilleux se forgent à eux-mêmes de pénibles tourments. Mais si vous avez honte de votre susceptibilité, ayez soin de lui demander pardon quand elle rentrera. Vous irez la trouver, vous lui offrirez de l'embrasser, et vous direz « Vous savez mieux que moi ce que vous avez à dire. Seulement, faites-le de bon cœur, et non comme si vous croyiez que sa belle robe la transformait en étrangère. Et maintenant, bien que j'aie à préparer le dîner, je vais dérober un moment pour vous arranger de telle sorte qu'Edgar Linton aura l'air d'une vraie poupée à côté de vous. Et c'est l'air qu'il a, vraiment. Vous êtes plus jeune, et pourtant, je parierais que vous êtes plus grand, et 2 fois aussi large d'épaules. Vous pourriez le jeter par terre en un clin d'œil. Ne vous en sentez-vous pas capable ?» Le visage de Heathcliff s'éclaircit un instant, puis se rembrunit, et il soupira. « Mais, Nelly, quand je le jetterais 20 fois par terre, cela ne le rendrait pas moins beau, ni moi plus beau. Je voudrais avoir les cheveux blonds et la peau blanche, être aussi bien habillée, avoir d'aussi bonnes manières que lui, et avoir une chance d'être aussi riche qu'il le sera. » « Et appeler maman à tout bout de champ, ajoutai-je, et trembler si un petit paysan levait le poing contre vous, et rester enfermé toute la journée à cause d'une averse. Oh, Heathcliff, vous faites preuve de bien peu de caractère. Venez devant la glace et je vous montrerai ce que vous devez désirer. Voyez-vous ces 2 lignes entre vos yeux, ces épais sourcils qui, au lieu de s'élever en décrivant une courbe, s'abaissent en leur milieu, et ces 2 noirs démons, si profondément enfoncés, qui jamais n'ouvrent hardiment leurs fenêtres, mais épient par en dessous comme des espions du diable. Appliquez-vous à effacer ces rides sinistres, à lever franchement les paupières, à changer ces démons en anges confiants et innocents, affranchis du soupçon et du doute. Et, voyant toujours des amis là où ils ne sont pas certains d'être en présence d'ennemis. Ne prenez pas l'expression d'un chien vicieux qui a l'air de savoir que les coups de pied qu'il récolte sont bien mérités, et qui pourtant, pour la souffrance qu'il ressent, hait tout le monde aussi bien que celui qui lui donne les coups. En d'autres termes, il faut que je souhaite d'avoir les grands yeux bleus et le front uni d'Edgar Linton, riposta-t-il. Je le souhaite, et cela ne m'aidera pas à les avoir. Un bon cœur vous aidera à avoir une bonne figure, mon garçon. Fussiez-vous un vrai nègre. Et un mauvais cœur donnera à la plus jolie figure quelque chose de pire que de la laideur. Et maintenant que nous avons fini de nous laver, de nous peigner et de bouder, dites-moi si vous ne vous trouvez pas plutôt joli garçon. Je vous dis, moi, que c'est mon avis. Vous pourriez passer pour un prince déguisé. Qui sait si votre père n'était pas empereur de la Chine, ou votre mère, reine dans l'Inde, chacun d'eux capable d'acheter avec son revenu d'1 semaine, ensemble Hurlevent et Thrushcross Grange. Mais vous avez été enlevé par de méchants marins et amené en Angleterre. À votre place, j'aurais une haute idée de ma naissance, et cette pensée me donnerait du courage et de la dignité pour supporter l'oppression d'un petit fermier. Je continuais de bavarder de la sorte. Heathcliff perdait peu à peu son air sombre, il commençait même à prendre un visage tout à fait engageant, quand tout à coup, notre conversation fut interrompue par le roulement sourd d'un véhicule qui montait la route et entra dans la cour. Il courut à la fenêtre et moi à la porte, juste à temps pour apercevoir les 2 Linton descendre de la voiture de famille, emmitouflés dans des manteaux et des fourrures, et les Earnshaw descendre de leurs montures. Ils allaient souvent à l'église à cheval en hiver.
Catherine prit chacun des enfants par la main, les introduisit dans la salle et les installa devant le feu, ce qui mit vite de la couleur sur leurs pâles visages. Je pressai mon compagnon de se dépêcher à présent et de montrer son aimable humeur, et il obéit volontiers. Mais la malchance voulut que, au moment qu'il ouvrait d'un côté la porte pour sortir de la cuisine, Hindley l'ouvrit de l'autre. Ils se trouvèrent face à face, et le maître, irrité de le voir propre et joyeux, ou peut-être empressé à tenir la promesse faite à madame Linton, le repoussa brusquement et ordonna d'un ton irrité à Joseph d'empêcher le drôle de pénétrer dans la pièce, de l'envoyer au grenier jusqu'après le dîner. Il va fourrer ses doigts dans les tartes et voler les fruits si on le laisse seul avec eux une minute. « Non, monsieur, ne puis-je m'empêcher de répondre. Il ne touchera certainement à rien, et il me semble qu'il doit avoir sa part de friandises, tout comme nous. »« Il aura sa part de ma main, si je le trouve en bas avant la nuit, » s'écria Hindley. « Va-t'en, vagabond. »« Quoi ? Tu essayes de faire l'élégant, n'est-ce pas ? Attends un peu que j'attrape une de ces gracieuses boucles. Tu vas voir si je ne tire pas dessus pour les allonger. »« Elles sont déjà assez longues, » observa Master Linton, qui du seuil de la porte risquait un coup d'œil furtif. « Je suis surpris qu'elle ne lui fasse pas mal à la tête. On dirait la crinière d'un poulain sur ses yeux. » Il hasarda cette remarque sans intention d'insulte. Mais la nature violente de Heathcliff n'était pas préparée à supporter l'ombre d'une impertinence de la part de quelqu'un qu'il semblait déjà haïr comme un rival. Il saisit une soupière remplie de jus de pomme brûlant. C'était le premier objet qui lui était tombé sous la main, et la lança en plein dans la figure et dans le cou du discoureur. Ce dernier se mit à pousser des gémissements qui attirèrent en hâte Isabelle et Catherine. M. Earnshaw empoigna sur-le-champ le délinquant et le conduisit dans sa chambre, où, sans doute, il lui administra, pour calmer son accès de colère, un remède brutal, car il reparut rouge et essoufflé. Je pris un torchon et frottai sans grande aménité le nez et la bouche d'Edgar, lui affirmant qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait, pour s'être mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. Sa sœur se mit à pleurer en déclarant qu'elle voulait rentrer à la maison, et Cathy restait interdite, rougissant de toute cette scène. « Vous n'auriez pas dû lui parler, » dit-elle d'un ton de reproche à Master Linton. « Il était de mauvaise humeur, et voilà que vous avez gâté votre visite, et lui va être fouetté. Je déteste qu'il soit fouetté. Je ne pourrai pas dîner. Pourquoi lui avez-vous parlé, Edgar ? » Je ne lui ai pas parlé, pleurnicha le jeune homme, qui s'échappa de mes mains et termina le reste de sa purification avec son mouchoir de batiste. J'avais promis à maman de ne pas lui dire un mot, et je ne lui ai pas dit un mot. Bon, ne pleurez pas, répondit Catherine avec dédain. Vous n'êtes pas mort. Ne faites plus de sottises, voilà mon frère. Restez tranquille. Chut, il s'appelle. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal à vous ? Allons, allons. Enfants, prenez vos places, cria Hindley en entrant précipitamment. Cet animal m'a donné joliment chaud. La prochaine fois, Master Edgar, préparez vos propres poings pour vous faire respecter. Cela vous donnera de l'appétit. Les convives retrouvèrent leur tranquillité d'esprit à la vue et à l'odeur du festin. Ils avaient faim après leur course et se consolèrent facilement, puisqu'aucun d'eux n'avait eu de mal réel. M. Earnshaw découpa de généreuses portions, et sa femme égaya le repas par sa conversation animée. Je me tenais derrière sa chaise, et je fus peiné de voir Catherine, les yeux secs et l'air indifférent, se mettre à couper l'aile d'oie qui était devant elle. « Quel enfant insensible !» me disais-je, comme elle se soucie peu des chagrins de son ancien compagnon de jeu. Je ne l'aurais pas cru si égoïste. Elle porta une bouchée à ses lèvres, puis la reposa sur son assiette. Ses joues s'enflammèrent et ses larmes commencèrent à couler. Elle laissa tomber sa fourchette à terre et plongea en hâte sous la nappe pour dérober son émotion. Je ne la qualifiai pas longtemps d'insensible, car je vis qu'elle était en purgatoire pendant toute la journée, et impatiente de trouver une occasion d'être seule ou d'aller voir Heathcliff, qui avait été mis sous clé par le maître, ainsi que je m'en aperçus en essayant de lui porter en cachette quelques victuailles. Le soir, on dansa.
Cathy demanda alors sa grâce, sous prétexte qu'Isabelle Linton n'avait pas de partenaire. Ses prières demeurèrent vaines et ce fut moi qu'on désigna pour combler la vacance. L'excitation de l'exercice dissipa toute trace de tristesse et notre plaisir s'accrut à l'arrivée de la musique de Jim Horton, comprenant 15 membres, une trompette, un trombone, des clarinettes, des bassons, des corps de chasse et une basse viole, plus des chanteurs. Chaque Noël, ils font ainsi le tour des maisons respectables et recueillent quelque argent. Les entendre était pour nous un régal de choix. Quand ils eurent chanté les cantiques habituels, nous les mîmes aux chansons et aux morceaux à reprise. Madame Earnshaw aimait la musique, et ils nous en donnèrent en abondance. Catherine l'aimait aussi, mais elle prétendit qu'elle la goûterait mieux du haut de l'escalier, et elle monta dans l'obscurité. Je la suivis. On ferma la porte de la salle du bas, sans que notre absence fût remarquée, tant il y avait de monde. Catherine ne s'arrêta pas sur le palier, mais continua de monter jusqu'à la mansarde où Heathcliff était enfermé, et elle l'appela. Pendant quelque temps, il s'entêta à ne pas répondre. Elle persévéra et finit par le persuader de communiquer avec elle à travers les planches. Je laissais causer les pauvres enfants sans les inquiéter, jusqu'au moment où je présumais que les chants allaient cesser et que les chanteurs allaient prendre quelque rafraîchissement. Je grimpai alors à l'échelle pour avertir Catherine. Au lieu de la trouver à la porte, j'entendis sa voix à l'intérieur. La petite coquine s'était glissée comme un singe par une lucarne sur le toit, de là par une lucarne dans la mansarde, et ce fut avec la plus grande difficulté que je pus la décider à ressortir. Quand elle revint, Heathcliff la suivait, et elle insista pour que je l'emmenasse dans la cuisine, puisque Joseph était allé chez un voisin pour échapper au son de notre infernal psalmodie, comme il se plaisait à l'appeler. Je leur déclarai que je n'avais nulle intention d'encourager leur tour, mais comme le prisonnier jeûnait depuis son dîner de la veille, je consentais pour cette fois à fermer les yeux sur sa fraude à l'égard de M. Hindley. Il descendit. Je lui mis un tabouret devant le feu et lui offris quantité de bonnes choses. Mais il était mal à l'aise, ne put guère manger, et repoussa toutes mes tentatives pour le distraire. Les coudes appuyés sur ses genoux, le menton sur ses mains, il resta plongé dans une méditation silencieuse. Comme je lui demandais quel était le sujet de ses pensées, il répondit gravement. « Je cherche le moyen de rendre l'appareil à Hindley. Peu importe le temps qu'il me faudra attendre, pourvu que j'y arrive à la fin. J'espère qu'il ne mourra pas avant que j'y sois parvenu. »« Vous n'avez pas honte, Heathcliff ?» dis-je. « C'est à Dieu de punir les méchants. Nous devons apprendre à pardonner. »« Non, Dieu n'aurait pas la satisfaction que j'aurais, » répliqua-t-il. « Je cherche seulement le meilleur moyen. Laissez-moi seul. Je vais combiner quelque chose. Quand je pense à cela, je ne souffre pas. » Mais, monsieur Lockwood, j'oublie que ces contes ne peuvent guère vous divertir. Comment ai-je pu songer à bavarder aussi longtemps? Voilà que votre gruau est froid et vous tombez de sommeil. J'aurais pu vous dire l'histoire de Heathcliff, du moins tout ce que vous avez besoin d'en savoir, en une demi-douzaine de mots. S'interrompant ainsi, ma femme de charge s'est levée et a commencé de ranger son ouvrage. Mais je me sentais incapable de quitter le coin du feu et fort loin d'avoir sommeil. « Restez assise, Madame Dean, me suis-je écrié. « Restez assise. Encore une demi-heure. Vous avez parfaitement bien fait de me raconter l'histoire en détail. C'est la méthode que j'aime. Et il faut que vous la finissiez de la même manière. Tous les personnages dont vous m'avez parlé m'intéressent, plus ou moins. »« L'horloge va sonner 11 heures, monsieur. »« Peu importe. Je n'ai pas l'habitude de me coucher de bonne heure. 1 heure ou 2 du matin. C'est bien assez tôt, quand on reste au lit jusqu'à 10. »« Vous ne devriez pas rester couché jusqu'à 10 heures. La meilleure partie de la matinée est déjà passée avant ce moment-là. Une personne qui n'a pas fait la moitié de son ouvrage de la journée à 10 heures risque de laisser inachevée l'autre moitié. Néanmoins, Madame Dean, reprenez votre siège, car demain, je me propose d'allonger la nuit jusqu'à l'après-midi. Je diagnostique pour moi un rhume sérieux, pour le moins.
J'espère que non, monsieur. Eh bien, vous me permettrez de franchir quelques 3 ans. Pendant ce laps de temps, monsieur Earnshaw... Non, non, je ne permets rien de tel. Connaissez-vous cet état d'esprit où, si vous vous trouviez seul avec un chat occupé à lécher son petit devant vous sur le tapis, vous surveilleriez l'opération avec un tel intérêt qu'il suffirait que le minet négligeât une oreille pour vous mettre sérieusement en colère. Un état d'esprit terriblement paresseux, il me semble. Au contraire, beaucoup trop actif. C'est le mien en ce moment. Par conséquent, continuez, sans omettre aucun détail. Je m'aperçois que les gens de ces contrées-ci prennent sur les gens des villes la même supériorité qu'une araignée dans un cachot, sur une araignée dans une maison de campagne, aux yeux des habitants de l'une ou l'autre de ces demeures. Pourtant, l'attraction plus grande exercée sur l'observateur ne tient pas uniquement à la situation de ce dernier. Les gens d'ici vivent en vérité plus sérieusement, plus en eux-mêmes, moins en surface, en changement, en frivolités extérieures. Ici, je pourrais concevoir un amour de toute la vie comme une chose possible. Et jusqu'à présent, j'étais fermement convaincu qu'aucun amour ne pouvait durer plus d'1 an. L'état des uns ressemble à celui d'un homme devant un plat unique, sur lequel il concentre tout son appétit et auquel il fait largement honneur. L'état des autres à celui du même homme devant un dîner composé par un cuisinier français. De l'ensemble, il tirera peut-être autant de satisfaction, mais il ne considérera et ne se rappellera chaque plat que comme un simple atome. Oh, nous sommes les mêmes ici que partout ailleurs, une fois qu'on nous connaît, observa Madame Dean, un peu intriguée par mes comparaisons. Excusez-moi, ai-je répondu. Vous-même, ma digne amie, vous êtes un démenti frappant à cette assertion. À part quelques provincialismes de peu d'importance, il n'y a chez vous aucune trace des façons que je suis habituée à regarder comme caractéristiques de votre classe. Je suis sûre que vous avez réfléchi beaucoup plus que ne le font la généralité des serviteurs. Vous avez été forcé de cultiver vos facultés intellectuelles par manque d'occasion de gaspiller votre vie en occupations insignifiantes. Madame Dean se mit à rire. Certainement, a-t-elle dit. J'estime que je suis à peu près posée et raisonnable. Non pas précisément parce que je vis au milieu des montagnes et que je vois la même collection de visages et la même série d'actions d'un bout de l'année à l'autre, mais j'ai été soumise à une sévère discipline, ce qui m'a enseigné la sagesse. Et puis, j'ai lu plus que vous ne pourriez le croire, monsieur Lockwood. Il n'y a pas dans cette bibliothèque un livre que je n'ai ouvert, et même dont je n'ai tiré quelque chose. À l'exception de cette rangée d'ouvrages grecs et latins, et de celle-là, où sont des ouvrages français. Encore suis-je capable de les distinguer les uns des autres. C'est tout ce que vous pouvez attendre de la fille d'un pauvre homme. Quoi qu'il en soit, si je dois poursuivre mon histoire à la façon d'une vraie commère, je ferais mieux de continuer. Et au lieu de sauter 3 ans, je me contenterai de passer à l'été suivant, l'été de 1778. Voici près de 23 ans. Bonjour et bienvenue dans ce 3e vlog lecture sur les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Pour ceux qui notent sur Goodreads ou ailleurs, on est à 18% du livre normalement, donc on a lu les 7 premiers chapitres sur 34. On est à la page 60 sur 325. On a lu 3 chapitres. J'aime beaucoup, hein. Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment très fan. Et je trouve intéressante cette espèce de double narration entre l'histoire qui se passe aujourd'hui et où on est vraiment du point de vue de Monsieur Lockwood, donc le locataire de Thrushcross Grange. Je vais le prononcer 15 000 fois différente, ça va être mon leitmotiv. Comment est-ce qu'elle va le prononcer ce coup-là? C'est vraiment pas facile, hein. Je vais vous le remettre en bubule, je pense. C'est pas facile à prononcer. Pourtant, j'essaye, hein, je m'entraîne. Mais
Ouais, je trouve ça intéressant du coup cette double narration avec aujourd'hui Monsieur Lockwood qui raconte et avant Nelly, donc Hélène Dean. Je savais pas que c'était son... Bah ouais, Nelly c'est un diminutif. Donc Hélène Dean qui raconte en fait ce qui se passe avant. Je me souvenais pas que Nelly elle était si attachée que ça à Heathcliff et qu'elle se mettait en position de le protéger. Parce que là, je crois que Heathcliff, Catherine a 12 ans. Heathcliff n'est pas beaucoup plus vieux. Hein. Je vais vérifier rapidement sur Wikipédia, mais il me semble qu'ils ont à peu près le même âge. Quand le père Earnshaw quand il a récupéré Heathcliff, il avait 7 ans, un truc comme ça. Ouais, il y a 1 an d'écart. Donc ils ont à peu près le même âge. Ce qui veut dire qu'il a 13 ans. Donc il est un tout petit peu plus âgé. Mais c'est déjà quelqu'un qui est grand, quelqu'un de grand et de costaud, contrairement à Edgar Linton, donc le voisin. Donc ce qui veut dire là, avant on a les Hauts de Hurlevent, avec donc Papa Earnshaw qui est mort, Maman Earnshaw est morte depuis un moment je crois, Hindley, le fils aîné qui était parti en fait faire des études et compagnie. Hindley, il a quel âge? Hindley a 7 ans de plus, ce qui veut dire qu'il a 20 ans. Cathy, elle a 12 ans. Heathcliff, il a 13 ans. J'ai un petit chat qui se promène là. Et ouais, donc Hindley, là, il devient le chef de famille qui prend en charge sa sœur. Donc on a toujours Joseph, on a toujours Nelly. Je pense qu'il doit y avoir quelques servantes aussi, des gens qui s'occupent des bestiaux et compagnie, mais pas beaucoup plus. Et donc on a les Linton, qu'on ne connaissait pas. Il est un peu plus âgé que Heathcliff. Il a 2 ans de plus qu'Heathcliff, donc il a 15 ans, Edgar. Isabelle, donc sa sœur, elle a le même âge que... Isabelle a le même âge que Cathy. Mais, et on a aussi du coup l'épouse de Hindley. Alors attendez, l'épouse de Hindley c'est Frances. Frances qui a l'air d'être un peu fragile sur les bords. Remarquez qu'on parle de l'hystérie là. Donc l'hystérie évidemment aujourd'hui on ne veut plus en entendre parler. Mais à l'époque, la médecine moderne de l'époque disait que les femmes étaient hystériques. Que les femmes étaient en proie à ce genre de tourments, ne pouvaient pas contrôler leurs émotions. Vous imaginez bien les pauvres petites créatures. On fait des bêtises. Et l'hystérie, c'est quelque chose qui était à la pointe de la médecine de l'époque concernant les femmes. Ça, on peut le voir dans pas mal de trucs. Je pense qu'on peut le voir on peut le voir dans le bal des folles, on peut le voir dans plein de choses de ce genre. Tu veux venir? Oh bah oui, mais en plus je t'avais dit non, je t'avais repoussé. Ils ont été vaccinés tout à l'heure, vaccinés, vermifugés, tout ça. Bah oui, c'est pas facile la vie. Hein. Donc ils ont dormi toute l'après-midi. Regardez comme c'est dur. Et en plus, je leur ai donné de la pâtée qu'ils aiment pas. Encore plus dur la vie. Donc, ouais, Frances, je pense qu'elle essaye de faire bien. Je pense qu'elle est à fond engoncée. T'as vu le petit chat? Je pense qu'elle est très engoncée dans ce qu'on attend d'elle et qu'elle est incapable de sortir de ce rôle de femme... de ce rôle de femme de l'époque. Ouais, je pense que Frances, c'est pas la personne qui va se rebeller. Isabelle Linton, donc la fille des voisins, c'est pas quelqu'un qui va se rebeller non plus, qui sont à fond vraiment dans le carcan de l'époque. Mais c'est pas facile non plus de se libérer de son carcan. C'est pas évident. Si la société propose un certain carcan, un certain destin à une catégorie de population qui est définie par son genre, par sa classe sociale, par son origine ethnique, c'est pas évident d'en sortir. Et ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Le fait que des personnes ne
ne rentre pas ou ne respecte pas vraiment ce qu'on attend. Ça, c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup. Quel que soit le carcan, hein, parce que je suis en train de penser... une Elizabeth Bennet, par exemple. Elle dit ce qu'elle pense. Le carcan, il n'est pas si important que ça chez elle, parce que sa famille, c'est une famille d'originaux. Elisabeth Bennet dans Les Hauts du Hurlevent. N'importe quoi. Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. C'est un esprit libre, si vous voulez, mais c'est un esprit libre parce qu'elle a été élevée comme ça. Et parce que ses parents, son père surtout, l'ont laissé être comme ça. Comme ils ont laissé toutes leurs filles être ce qu'elles voulaient. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres familles. Et là, on a clairement un... Bon, on n'a pas beaucoup d'éléments sur Madame Earnshaw, mère. À part qu'elle se disait, mais pourquoi t'as ramené le gamin, quoi? Pourquoi t'as ramené Heathcliff? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je pense qu'ils ont un peu tout misé, surtout le père Earnshaw, a tout misé sur le fils aîné, Hindley, mais un fils qui a été éloigné. Et, on ne sait pas pourquoi, il a toute l'affection dont il est capable, il la donne à Heathcliff, pas à ses propres enfants. Je sais pas... Bon, il y a une théorie, mais en fait, j'ai pas envie de vous la dire parce que je l'ai pas... C'est pas quelque chose que j'ai remarqué à ma lecture audio, mais dans les lectures audio, je suis moins attentive que dans une lecture avec les yeux. Ce qui fait que peut-être qu'en lisant avec les yeux, je vais comprendre le truc. Je vais peut-être capter et valider, entre guillemets, cette théorie. Mais moi, j'y vois pas plus que ça. Je le vois pas là-dedans, en fait. Je ne vois pas le Monsieur Earnshaw là-dedans, du tout. Puisqu'ils ont... Je sais pas si je vous le dis ou pas. Est-ce que c'est peut-être un vrai spoiler? C'est peut-être une théorie à la con. Donc je suis très partagée sur le fait de le dire. Mais oui, pourquoi Heathcliff, en fait, il récupère un petit peu toute l'affection de Monsieur Earnshaw? Pourquoi Heathcliff, il arrive tant à avoir aussi l'affection de Catherine? Catherine, elle n'avait pas d'affection ailleurs. Il n'y avait qu'avec lui ou avec Nelly. Pas avec son père qui était froid, pas avec sa mère qui était morte, pas avec Hindley qui est con. Mais en fait, c'est vraiment une situation familiale qui est compliquée parce que Heathcliff, c'est l'intrus. Mais Heathcliff, il a su gagner l'affection de... Il sait gagner l'affection des gens. Tout comme il sait gagner peut-être leur respect. Le fait d'être respecté, c'est quelque chose qui est important pour Heathcliff. Dans la mesure où... Enfin, il est pas évident comme personnage. Hein. Il est super rugueux. Heathcliff, c'est un personnage qui est complexe. Cathy, elle est plus simple. Pour le moment, je vous l'avouerai. En fait, pour le moment, tant qu'ils sont des enfants, ça va. Parce que là, ils sont des gamins, hein, c'est 12-13 ans, c'est des enfants. Ça va être plus compliqué par la suite, je vous l'avouerai. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir assez rapidement par la suite. Et là, bon, si on a le personnage de Heathcliff, si on imagine des trucs juste à partir de ce qu'on sait pour le moment, c'est un bohémien qui a été ramassé par Monsieur Earnshaw père, qui a eu un peu pitié de lui et qui l'a ramassé comme on ramasserait un chaton qui est abandonné dehors. Ok. C'est très bien, c'est charitable de sa part. Il aurait pu tout aussi le déposer à quelqu'un et filer une bourse à quelqu'un pour pas laisser un enfant crever de faim dehors. Ça, c'est les informations qu'on a pour le moment. Je vous avouerai que je ne sais plus si on a d'autres informations par la suite sur Heathcliff. Je suis pas sûre.
parce que je vois pas pourquoi on aurait plus d'informations après, vu que la personne qui l'a trouvé et qui est capable de communiquer sur elle, bah, elle est morte. Et Heathcliff, il avait que 7 ans. Heathcliff, il sait peut-être pas, il se souvient peut-être pas. Je sais pas si on va avoir plus d'infos, je me souviens plus. Mais c'est vraiment particulier. Et je pense qu'en fait, là, on a un peu le truc que je trouve très intéressant par rapport à Heathcliff, c'est essayer de penser au gamin, dans le récit de Nelly, et essayer de penser à l'homme adulte de 40 ans et quelques qui a rencontré M. Lockwood. C'est le propriétaire des Hauts des Hurlevent, et c'est le propriétaire de Thrushcross Grange, j'arrive pas à le dire, qui est une demeure plus pimpante que les Hauts de Hurlevent, mais il vit dans les Hauts de Hurlevent et il loue Thrushcross Grange à Monsieur Lockwood. Sans doute d'après Nelly pour ramasser un peu plus de pognon et entasser plus de pognon. Ok, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Vu ce qu'il est en train de subir, parce que de mémoire, vaguement, il y aura peut-être d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'il vit dans les Hauts d'Hurlevent ? Il n'a peut-être pas forcément que des bons souvenirs par rapport à ce lieu. Il en a des bons, parce qu'il a été très bien traité entre ses 7 ans et ses 13 ans à peu près, donc jusqu'à la mort de Monsieur Earnshaw père. Après, ça se dégrade. Je sais pas. C'est particulier. C'est particulier parce que, en fait, les motivations qu'il a, c'est quoi ? Pourquoi rester dans un endroit où on est maltraité ? Il a 13 ans. Il peut aller chercher 13 ans au 19e siècle. Il peut aller bosser dans les fermes du coin et tout ça. Il pourrait. Mais il y a Catherine qui est là. Et c'est un endroit où il était bien. Mais il est plus. Il a 2 alliés. Est-ce que Catherine, elle va pas un petit peu s'éloigner aussi, vu que en 5 semaines, vu qu'elle avait une cheville dans le sac, en 5 semaines, ils ont fait d'une petite sauvageonne une jeune fille bien sous tout rapport. Une petite fille, 12 ans. Je sais pas. Bon, Inlay, j'ai du mal à le blairer, honnêtement. Il est con. Inlay, il est quand même plus vieux. Je pense que c'était que à la fois Catherine et Inlay, c'est des enfants qui n'ont pas eu d'amour. Déjà, la maman, Madame Earnshaw, semblait pas non plus la personne la plus aimable, solaire au monde, mais Monsieur Earnshaw, pas mieux non plus. Bon, après, il était malade sur la fin, donc ça rend ronchon. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui est heureux là-dedans. Joseph, personne n'a l'air de pouvoir le blairer. Pourquoi est-ce qu'il reste là ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas viré ? Nelly, elle est bien. Normalement, je vais faire vraiment attention de ne pas vous spoiler parce que j'ai des souvenirs, des vrais souvenirs, et j'ai des vagues impressions aussi qui sont pas loin d'être des souvenirs, mais peut-être que je me plante. Donc si j'ai de près ou de loin un truc qui peut ressembler à un spoiler, je vais le virer. Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer par la suite ? Donc on a ce pauvre gosse qui est rétrogradé, qui se fait tabasser, qui est peut-être en train de perdre Catherine, qui est un des seuls alliés qu'il avait dans cette maison. Qu'est-ce qui peut arriver là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, moi dans le présent, ce que j'ai l'impression, c'est que Madame Dean va continuer à raconter son histoire le temps que Monsieur Lockwood reste couché et qu'il se remette de son rhume. Ok, pour moi, ça va être ça dans le présent. Donc, pour moi, on va pas avoir beaucoup plus d'indications dans les chapitres qui viennent sur Heathcliff, son fantôme, les Hauts de Hurlevent. Il n'y a pas de raison, pour moi, là, qu'on ait beaucoup plus d'indications sur Heathcliff aujourd'hui, pour le moment. Mais dans le passé, je pense que la situation d'Heathcliff va se dégrader. Je pense qu'il va devenir encore plus revanchard, qui va vraiment
comme il le dit, il est franc en plus, hein, il ne ment pas. Il dit que, je sais plus comment il l'avait dit, mais que la seule chose qui faisait du bien, c'était de s'imaginer se venger d'Edgar Linton. Le mec, le gamin à qui il a balancé la soupière, là. Et avec ce type de pensée, ce type de personnalité, le pardon là, dont parle Nelly, lui, même pas en rêve. Donc, clairement, on va pas partir sur tendresse, chocolat, licorne et paillettes, là. Je vous ai dit qu'il y avait des trigger warnings. Hein. Catherine, je pense qu'elle va peut-être rester encore la bonne petite fille sage avec des boucles et des rubans telle qu'elle est devenue pendant l'été. Mais je sais pas. Je pense que Nelly va faire un peu tampon entre Inlay qui est méchant et Heathcliff. Peut-être que Catherine va avoir un petit peu ce même rôle mais encore plus inconfortable. Et ouais, bon, je trouve que ça craint du boudin. Personnellement, là, je me dis, ça craint. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos théories par rapport à la suite dans pas longtemps. Pour ceux qui suivent les contes, ça va reprendre la semaine prochaine seulement, parce que je fais une pause. Et donc le samedi prochain, les contes de Noël bretons. Et après, on va quitter la Bretagne, Anatole Le Braz, et on verra, peut-être qu'on va partir un peu où il fait froid. Peut-être chez Andersen, peut-être chez Grimm. Peut-être plus chez Andersen. J'ai envie d'aller dans le nord, là. Et je suis... En fait, comme je tourne en avance, je ne sais pas quelle sera la vidéo de mercredi prochain. Donc, je ne vous dis rien, parce qu'on verra. Salut! Passez un très bon dimanche. Profitez de votre week-end. Restez bien au chaud, mangez plein de chocolat. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!